Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique. Alors que la campagne présidentielle aux États-Unis en est à son tout dernier droit, Donald Trump se dirige-t-il vers une défaite? On pose la question au sondeur Jean-Marc Léger qui analyse les tendances sur le terrain. 25 ans après le deuxième référendum sur la souveraineté, on discute aussi de la place du Québec au sein de la Fédération canadienne avec deux fins observateurs, Luc Lavoie et Graham Fraser. Mais d'abord, l'analyse des dossiers chauds de la semaine à Ottawa avec notre panel de journalistes. Là-dessus, c'est le moment d'analyser les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonjour. On va commencer par cette motion du Bloc québécois dont je viens de parler et qui revient en fait à la charge pour demander des excuses officielles au gouvernement fédéral pour la loi sur les mesures de guerre en octobre 70. On avait un débat plutôt émotif aujourd'hui aux communes. Joël Denis, on a vu notamment un Pablo Rodriguez s'exprimer sur un ton qui est très personnel. Je me demandais qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a été, je pense, à ramener des souvenirs douloureux dans le cas de Pablo Rodriguez. Il a fait état de sa situation à lui lorsqu'il était encore en Argentine, parce que vous savez que M. Rodriguez est venu de l'Argentine en tant que réfugié. Son père voulait se lancer en politique et il a eu des menaces. Il y a une bombe qui a même explosé dans son domicile au Venezuela, de sorte que la famille a dû quitter précipitamment l'Argentine pour prendre refuge au Québec, à Sherbrooke plus précisément. Donc, on sentait le trémolo dans la voix de M. Rodriguez lorsqu'il a parlé à la Chambre des communes dans le cadre de ce discours. Et j'ai trouvé aussi le discours de M. Rodriguez assez convaincant. Il a quand même fait état d'un fait qui manque dans la motion du Bloc québécois, c'est-à-dire honorer aussi la mémoire de Pierre Laporte, qui a été assassiné par les Felkis en 1970 à la suite de cette crise. Il le fait de façon digne, tout en contrôlant ses mots. Et donc, je voudrais que M. Pablo Rodriguez a quand même bien donné la réplique du gouvernement Trudeau à cette motion qui aurait pu être un piège pour les libéraux Justin Trudeau, parce que c'est un sujet qui est quand même assez sensible au Québec. Mais je pense que le gouvernement Trudeau a su patauger dans ses eaux troubles de façon assez adéquate. Althia, justement, Justin Trudeau n'est pas intéressé à présenter des excuses au nom du gouvernement. Les conservateurs ont déjà annoncé aussi qu'ils allaient voter contre lundi cette motion parce qu'elle va être débattue. En fait, on va faire le vote sur cette motion lundi aux communes. Ça n'a donc pratiquement pas de chance de passer à moins d'un revirement de situation. Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie du Bloc québécois? Je pense que c'était plutôt un piège pour le Parti conservateur que pour le Parti libéral, parce que ça aurait été très surprenant que Justin Trudeau, le premier ministre, change de position là-dessus. Le Parti conservateur, par contre, ils ont été, surtout quand on commençait à en parler mi-septembre, fin septembre, les motions qui étaient assez similaires, ils ne voulaient pas se présenter. On nous disait même, vous voulez que moi, que je présente des excuses, que moi, personnellement, je présente des excuses? Non, on veut pas toi, comme député conservateur, présenter des excuses. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait présenter des excuses? Puis c'est à cause que, en fait, le Bloc piétine sur du terrain avec le Parti conservateur au Québec, mais c'est un enjeu qui joue très différemment dans le reste du pays, dans le Canada anglais. Alors, la mesure de guerre, la loi que Pierre Trudeau a utilisée, c'est quand même, c'est vu d'une manière que le premier ministre avait été très fort. Il a pris les choses en main, puis on devrait l'admirer dans plusieurs cas. Alors, ça parle à une certaine base conservatrice anglophone qui est vraiment pas le cas. Ça parle pas du tout aux Québécois conservateurs. Je pense que c'est vraiment un piège pour le Parti conservateur pour plus que le Parti libéral. Bon. Conrad, sur le fait que la motion du Bloc n'honore pas la mémoire, justement, de Pierre Laporte, Joël Denis en parlait un instant, est-ce que vous pensez que si ça avait été le cas, parce que les conservateurs, M. Rodriguez a dit ça également, en fait, il y a tout un côté de l'histoire qui est occulté dans cette notion. Si ça avait été le cas, pensez-vous que le Bloc aurait eu plus de succès dans sa démarche? Pas vraiment. Je pense que les autres partis n'étaient pas intéressés à négocier le libellé de la motion, parce que lorsqu'on parle d'honorer la mémoire de Pierre Laporte, on parle d'autre chose que le fondement de la motion, ce qui est vraiment les injustices qui ont été faites aux personnes détenues sans mandat durant la crise d'octobre. Et c'était ça
C'était pour ça qu'on avait demandé des excuses. C'est pas une motion qui demande des excuses qui honore à la fois la mémoire de quelqu'un. En tout cas, vous voyez comment les deux choses sont des choses à part, séparées. Donc, je pense que l'idée d'honorer la mémoire de Pierre Laporte pourrait bien faire le sujet d'une autre motion, mais dans la même motion, c'est pas la même chose. Et que les autres partis, je suis d'accord avec Althia que c'était plutôt un piège pour le Parti conservateur qui a deux clientèles, avouons-le, dans les deux solitudes. Évidemment, les conservateurs au Québec ne sont pas la même clientèle que les conservateurs au Canada anglais. On sait que les conservateurs au Canada anglais, pour eux, la réponse à la crise d'octobre était la bonne. Le temps file. Je veux vous entendre sur les 3 élections qu'il y a eu au Canada depuis samedi. En fait, en Colombie-Britannique, le gouvernement de John Horgan qui est allé chercher une majorité vraiment très forte en pleine pandémie. En Saskatchewan, où le parti au pouvoir a remporté vraiment un 4e mandat avec une victoire écrasante. Il y a eu des élections sur la scène fédérale également lundi, 2 complémentaires dans la région de Toronto. Joël Denis, d'abord, sur ces partiels dans la région de Toronto, c'était 2 châteaux forts libéraux qui sont restés aux libéraux, mais ça a été quand même plus difficile. Est-ce qu'on a lancé un message à Justin Trudeau? Je pense que oui. À tout le moins, M. Trudeau doit comprendre que les électeurs ne sont pas forcément heureux de l'idée ou de la possibilité d'avoir des élections fédérales à brève échéance. Et je pense qu'on peut décoder ce message-là des électeurs de Toronto Centre et de York Centre. Autre message, je pense que l'on doit décoder, c'est que le Parti vert va devenir peut-être une formation politique avec laquelle les autres partis politiques devront composer. Madame Annamie Paul, la nouvelle chef du Parti vert, a su augmenter sa part des votes de presque 4 fois plus qu'elle avait obtenu en 2019 contre l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, dans Toronto Centre. Elle s'est de nouveau présentée pour tenter de se faire élire et elle a fait bonne figure, arrivant 2e, dépassant le NPD. Et l'autre message, je pense, c'est évidemment au NPD, ça va pas très bien. Le NPD perd des plumes lors de ces élections partielles. Et si des élections fédérales avaient lieu dans 3 mois, dans 6 mois, je ne sais pas si le nouveau Parti démocratique sera en mesure de garder les sièges qu'il détient à l'heure actuelle à la Chambre des communes. Donc, 3 gros messages, je pense, qui s'adressent à l'ensemble de ces formations politiques. Althia, sur les élections provinciales en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, des mandats renforcés en pleine pandémie, est-ce que, évidemment, tout le monde se pose la question, ça pourrait donner des envies aux libéraux de Justin Trudeau? Bien, on l'a toujours dit. Je pense que quand on a vu les résultats de Nouveau-Brunswick, c'était vraiment ce qui a donné le plus pause aux gens autour du premier ministre. Le renouveau, le mandat majoritaire de John Horgan fait la suite, comme on a vu avec M. Higgins au Nouveau-Brunswick. Alors, oui, M. Trudeau se trouve aussi dans une situation minoritaire. C'est très tentant de savoir ou penser probablement pouvoir aller chercher d'autres sièges puis avoir une majorité. En Saskatchewan, mais vraiment, il n'y a pas trop de surprise là quand on a un vote populaire de comme 76 mais il y a des gens qui se posent la question, en Saskatchewan, qui est assez intéressante, il est où le parti dans le milieu? Parce qu'il y a des partis, il y a le NPD qui est à gauche, maintenant il semble devenir de plus à gauche en Saskatchewan, puis il y a des partis à la droite, mais il y a des gens qui se posent la question, il y avait des sondages qui discutaient est-ce qu'on pourrait avoir un genre de parti libéral, un parti plus centralisateur, qui serait un petit peu à la gauche du parti de la Saskatchewan, mais à la droite du parti du NPD. Bon. Puis, En fait, je vous interromps parce que le temps file et je vais aller tout de suite à mon prochain sujet sur lequel je vais vous entendre. En fait, sur les élections présidentielles aux États-Unis, vraiment, c'est le dernier blitz. Le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui que le Canada allait faire preuve de prudence avant de reconnaître un vainqueur mardi soir. Conrad, on sait qu'il y a déjà 80 millions d'Américains qui ont voté par anticipation, entre autres par correspondance, ce qui fait qu'on pourrait effectivement ne pas savoir le résultat final le soir du vote. Je me demandais comment vous voyez la soirée électorale de mardi aux États-Unis? Bien, c'est une question super intéressante, évidemment, parce que on l'a vu ce qui s'est passé en 2016 et
personne ne s'attend à ce que 2016 soit répété parce que les chances, les probabilités que quelque chose comme ça arrive sont tellement minces. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, là, si on est statisticien, c'est très, très peu probable que ça arrive. Mais en même temps, les sondages aux États-Unis sont tellement... L'écart entre les sondages aux États-Unis est hallucinant. Il y a eu un sondage hier de Washington Post, ABC News dans l'État de Wisconsin qui donnait une avance de 17 points à Joe Biden. Mais 2 jours plus tôt, il y a un sondage de la firme Trafalgar qui donnait les 2 candidats coude à coude. Donc, et Trafalgar était l'un des seuls firmes de sondage en 2016 qui avait prédit une victoire de M. Trump. Donc, cela dit, je ne m'attends pas personnellement à une grosse surprise mardi soir. Je crois que les conditions qui ont fait en sorte que Trump a gagné en 2016 sont pas réunies cette année et que on va savoir le résultat mardi soir. Alors, même si dans l'État de Pennsylvanie, ils ont jusqu'à vendredi pour compter les bulletins qui ont été postés. Donc, on sait pas. Mais mon feeling, c'est évidemment que le résultat ne sera pas surprenant. À suivre. On va s'en reparler très certainement la semaine prochaine. Conrad Altia, Joël Denis, merci beaucoup. Merci. À vous. Merci, bonsoir. Bye. Aux États-Unis, dernier blitz de campagne pour le président Donald Trump et son rival Joe Biden, alors que les Américains seront appelés aux urnes mardi prochain. Il faut dire que déjà un nombre record de plus de 65 millions d'électeurs se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation chez nos voisins du Sud. Donald Trump, qui a été vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie, tire de l'arrière dans les sondages, et ça depuis des semaines. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump va encore nous surprendre comme il l'avait fait en fait en 2016? Alors, qui de mieux pour répondre à cette question que Jean-Marc Léger, dont la firme de sondage effectue beaucoup de travail sur le terrain aux États-Unis. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Esther. Alors, on est vraiment dans l'ultime blitz aux États-Unis. Est-ce que les carottes sont cuites pour Donald Trump? Les carottes sont jamais cuites pour Donald Trump. Vous savez, dans tous les sondages qu'on fait, on se garde toujours une petite gêne. Là. Si c'était n'importe quel autre candidat que Donald Trump, on affirmerait de façon claire là, qu'il n'y a aucune chance de gagner. Parce que c'est Donald Trump et ce qui s'est passé en 2016, on se garde une certaine distance. Parce que l'écart de 8 points entre M. Biden et M. Trump, qui se maintient depuis 3 mois, là, en moyenne, cet écart-là, c'est nettement plus que Mme Clinton, qui avait un écart dans les sondages de 3 % seulement à la fin. Là, puis elle a gagné avec 2 % en termes de vote, pas en termes de collège électoral. Là. Et c'est là. Mais cette année, forcément, le parcours est beaucoup plus difficile, M. Trump, de gagner que celui de M. Biden. Parce que, bon, effectivement, les marges dans les sondages sont plus importantes cette année qu'en 2016. Joe Biden mène, bon, vous le dites, environ 8 % à l'échelle nationale. Mais si on regarde dans les États clés comme le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et même la Floride, Joe Biden mène également, mais dans des marges qui sont plus faibles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le soir du 3 novembre? Parce qu'on sait que le sondage national ne veut pas dire grand-chose. Ça se joue, c'est 50 élections, 50 États, et même avec des règles différentes. Mais on observe les 6 États clés que M. Trump a gagnés par la marge de moins de 3 % aux dernières élections, ce qui a fait qu'il est devenu président des États-Unis. Dans les 6 États clés, vous en avez 3 au nord, le Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, où M. Biden est largement en avance. Vous avez également ceux du Sud, la Floride, la Caroline du Nord ou Arizona, où M. Biden a une avance, mais qui est dans la marge d'erreur. S'il fallait que M. Trump perde la moitié de ces États-là, M. Biden serait président des États-Unis. Qu'aujourd'hui, on est entre une victoire serrée de M. Trump, toujours possible, ou une victoire assez forte de M. Biden. Encore une fois, on va attendre la dernière semaine de campagne parce que M. Trump peut nous surprendre, comme toujours. Oui, justement, sur cette dernière semaine de campagne, on le sait, Donald Trump, il adore faire campagne. Il va vraiment à un rythme effréné. Il tient jusqu'à 3-4 rassemblements par jour dans les États clés. Certains disent qu'il a les
l'énergie du désespoir, alors que Joe Biden a un style vraiment qui est différent, suit les consignes de santé publique, a fait une campagne quasiment complètement virtuelle, fait maintenant des rencontres avec des plus petits groupes d'électeurs. Est-ce que ce dernier blitz de Trump, vraiment à fond la caisse, ça pourrait changer la donne? Il est quand même surprenant et dynamique, M. Trump. Qu'on l'aime ou pas, il a tellement d'énergie en fin de campagne, on se demande s'il est encore sur les stéroïdes là, depuis son infection à la COVID. Il fait des rassemblements de milliers de personnes. Mais ça fait une belle image télé, mais ça ne fait pas sortir le vote. Parce que jusqu'à maintenant, il y a plus de 60 millions d'Américains qui ont voté, sur 150 millions qui vont voter, et la grande majorité, selon nos sondages, vote pour M. Biden actuellement. D'un côté, vous avez des rassemblements monstres qui ne respectent pas les règles de la COVID, mais qui font une belle image télé. De l'autre côté, des gens qui vont voter pour M. Biden. M. Trump est un peu prisonnier de la même stratégie qu'il avait faite en 2016. Elle a fonctionné. Il pense qu'elle va fonctionner, mais on n'est pas en 2016, comme dirait le premier ministre du Canada, on est en 2020. Sur l'enjeu de cette campagne présidentielle, Jean-Marc, Joe Biden aussi a voulu faire de cette élection un référendum sur Donald Trump et sa gestion de la pandémie. Trump n'a pas arrêté de vanter la performance économique des États-Unis au cours des 4 dernières années. Il promet un retour rapide à une économie qui est robuste après la COVID-19. Est-ce que la gestion de la pandémie, c'est l'unique enjeu de cette campagne présidentielle pour les Américains ou si l'état de l'économie, c'est aussi un enjeu important? Non, les deux enjeux sont importants et forcément, la COVID a pris beaucoup de place et en fin de campagne, à cause de la montée de la deuxième vague partout aux États-Unis, il y a une trentaine d'États où il y a plus de cas aujourd'hui qu'il y en avait la semaine dernière. Ça devient l'enjeu numéro 1. Et sur cet enjeu-là, la majorité des Américains sont très insatisfaits de la performance de M. Trump. Sur l'économie, qui est le deuxième enjeu de la campagne, les gens ont autant confiance à M. Trump qu'à M. Biden. Donc, M. Biden n'a pas un désavantage non plus sur l'économie. Et le troisième enjeu de la campagne, c'est la moralité. Et là-dessus, M. Biden a un avantage. Donc, c'est pas très facile pour M. Trump de travailler dans un environnement comme celui-là. Vous vous rappelez, Esther, dans les années 90, James Carville, qui était le conseiller spécial de Bill Clinton, avait dit dans une élection « It's economy, stupid ». En disant, on parle de... Dans cette élection-ci, il disait ce matin, M. Carville, « It's pandemic, stupid ». Et ça prend une solution à cet enjeu-là, qui est l'enjeu numéro 1. Donc, ce qu'on appelle le ballot box question, la question de l'urne, c'est celle sur le COVID, et ça désavantage M. Trump. Oui, justement, parce que sur la question de l'isoloir, généralement, la question que les électeurs se posent avant de voter, et c'est est-ce que ma situation est pire ou est meilleure qu'il y a 4 ans? Avec la pandémie, c'est pas évident, à prime abord, que les Américains vont penser que leur situation s'est améliorée par rapport à il y a 4 ans. Est-ce que c'est le cas? On va se poser cette question-là et le cas échéant, est-ce que ça va nuire à Donald Trump? Et là, je vais vous surprendre. Il y a une majorité d'Américains, 55 des Américains, qui disent que leur situation personnelle aujourd'hui est supérieure qu'elle était il y a 4 ans. Mm-hmm. C'est surprenant. Par contre, la situation du pays, elle, est nettement pire qu'elle était il y a 4 ans. Donc, les Américains, personnellement, oui, ont peur du virus. Oui, au niveau économique, il y a une perception d'une possibilité de récession, mais globalement, ils ne sont pas en si mauvais état que ça. C'est pourquoi que M. Trump a toujours 42-43 d'électorat, qui est un peu son plancher et son plafond. Malgré tout ce qui s'est passé, vous savez, des mauvais débats, la fraude dans son rapport de taxation, l'ensemble des annonces et des dénonciations dans la campagne électorale, les républicains qui votent pour M. Biden, malgré tout ce qui va mal pour M. Trump, il maintient le 42-43 des intentions de vote. Sa fameuse base. Mais c'est pas assez. Il avait obtenu 46 aux dernières élections. Sur le soir du vote maintenant, Jean-Marc, le soir du 3 novembre, il y a plusieurs observateurs qui pensent qu'on ne connaîtra pas le résultat final mardi soir prochain, que ça va prendre plusieurs jours, peut-être même quelques semaines avant qu'on soit fixé, à cause notamment du vote par correspondance. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Avec l'avance des sondages de Wisconsin et de Michigan, ces deux États-là s'en vont probablement avec M. Biden de façon claire. Là, on arrive à 2 États clés qu'il faut surveiller le soir des élections. La Pennsylvanie, et le problème de la Pennsylvanie, c'est que tous les votes ne seront pas comptés le soir même. Donc, si c'est serré, on risque de ne pas savoir qui gagne la Pennsylvanie, et donc on va se transporter en Floride, qui est depuis plusieurs élections l'État baromètre par excellence, que Trump a remporté de justesse la dernière fois. Et en Floride, tous les votes vont être comptés le soir d'élection. Donc, si vous voyez que la Floride passe du côté de M. Biden, c'est terminé pour M. Trump. Si vous voyez que la Floride est du côté de M. Trump, tout est encore possible. Et donc, c'est 2 États clés. Autour de ça, vous avez les États qu'on a mentionnés tantôt, là, les États comme la Caroline du Nord, l'Arizona et d'autres États qui vont jouer. Mais globalement, c'est ce qu'on regarde. Et s'il fallait que la Géorgie, le Texas,
qui est encore très serré dans les sondages, passe du côté de M. Biden, bien là, ça serait une victoire qui serait extraordinaire pour M. Biden. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais il y a encore un scénario, je dirais à 5-10 de chance qu'on n'annonce pas le gagnant le soir d'élection si c'est serré. Mais je pense, comme toujours, on pense le pire et c'est pas nécessairement le pire qui arrive. À suivre. En tout cas, ça va être une soirée intéressante à regarder à la télévision. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Ça fait 4 ans que M. Trump est en campagne électorale. Effectivement. Dès le lendemain de son assermentation, il était déjà en campagne électorale pour sa réélection en 2020. À suivre. Merci beaucoup, Jean-Marc. Cela fera 25 ans vendredi, le Québec vivait un des scrutins les plus déchirants de son histoire moderne. C'était donc le 30 octobre 1995, à l'occasion du 2e référendum sur la souveraineté. Le Québec qui passait en fait à un cheveu de la séparation du reste du Canada, alors que les résultats furent extrêmement serrés. Au final, 51% des Québécois ont voté pour le non, 49% pour le oui. Alors, que reste-t-il de cette volonté de souveraineté 25 ans plus tard? Qu'en est-il de la place du Québec dans le Canada? Pour en discuter, nous avons réuni 2 fins observateurs de la scène politique fédérale et provinciale. Luc Lavoie, qui fut journaliste chevronné avant d'œuvrer en politique et aujourd'hui chroniqueur chez Cogeco, et Graham Fraser, qui fut aussi un brillant journaliste avant d'œuvrer au commissariat aux langues officielles, aujourd'hui à l'Université McGill. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, puisqu'on est dans les souvenirs, où étiez-vous et que faisiez-vous le 30 octobre 1995? Luc, je commence par vous. J'étais tout simplement dans ma maison que j'habitais à l'époque dans la région de l'Outaouais. J'étais à Aylmer et je regardais la soirée des élections. C'était ça, pas plus. Graham, vos souvenirs de cette journée du 30 octobre 1995? Moi, j'étais à Montréal, j'étais journaliste pour The Globe and Mail, en poste à Washington, mais de retour au Québec pour le référendum, j'avais persuadé des gens du Globe and Mail que la seule chose qui intéressait des gens de Washington, en ce qui me concernait, c'était ce qui se produisait au Québec. Donc, j'ai passé la soirée dans l'organisation de l'équipe du non. Ça fait donc 25 ans, ce référendum. Évidemment, la souveraineté n'est plus au goût du jour. Je pense qu'on peut dire ça au Québec, mais ça ne veut pas dire quand même que la place du Québec dans le Canada est un dossier qui est réglé pour autant. Luc, on sait que le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Est-ce que c'est un dossier qui, pour vous, est réglé, malgré tout? Écoute, ça dépend du point de vue où on se place. J'imagine quand tu es un indépendantiste, tu trouves que non. Mais moi, personnellement, je vois pas pourquoi on ramènerait ce débat-là. Et cette histoire du Québec qui n'a pas signé la Constitution de 82, moi, j'ai toujours eu pas mal de réserves là-dessus, c'est-à-dire que, oublions pas que quand Trudeau a fait passer ça à Pierre Elliott, il y avait 73 des Québec sur 75 qui ont voté en faveur. Alors, tu sais, il n'y a pas la signature du Québec. Ça, je trouve que c'est tout le temps la même soupe qu'on nous ramène tout le temps, tout ça. Une sorte de... On est humilié, je ne sais pas exactement quoi. Oui. Graham, de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui est réglé aujourd'hui, 25 ans plus tard? Moi, je me rappelle toujours ce que le feu Marcel Côté m'avait dit un jour, qui était à l'époque, à un moment donné, conseiller Brian Mulroney, qui a dit qu'il y a 25% des Québécois qui veulent que le Québec reste dans le Canada, coûte que coûte, 25% qui veulent que le Québec soit une partie du Canada à condition que le Québec soit traité comme un partenaire senior, 25% qui veulent que le Québec soit indépendant à condition que ça coûte rien, et 25% qui veulent que le Québec soit indépendant, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Sur les progrès maintenant que le Québec a réalisés dans le Canada depuis 1995 au cours des 25 dernières années, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, entre autres, a reconnu l'existence de la nation québécoise au sein du Canada. C'était en 2006. Luc, est-ce que vous diriez que c'est le plus gros progrès du Québec des 25 dernières années dans la Fédération canadienne? Mais encore une fois, Esther, je veux pas être le casseux de party, là, mais ça dépend qu'est-ce que tu appelles progrès. Moi, ça n'a rien changé à ma vie.
J'ai pas vu changer quoi que ce soit dans la vie des miens, de ma famille, de mes proches. Il n'y a rien qui a changé. Alors, si ça fait plaisir à certaines personnes que des motions comme celle-là soient adoptées à la Chambre des communes, grand bien leur face, mais moi, ça me laisse totalement indifférent. Bon. Graham, si on repasse les ententes Québec-Ottawa qui ont été conclues au cours des dernières années, évidemment, il y a eu des ententes sur le développement de la main-d'œuvre, ententes en matière de santé, ententes sur le processus de nomination des juges québécois à la Cour suprême. Quels sont, selon vous, les progrès les plus importants qui ont été réalisés par le Québec au cours des dernières années? Mais je pense que tout dépend du gouvernement en place. Pendant les 9 années que Stephen Harper était premier ministre, il a respecté de façon assez stricte la juridiction provinciale. Donc, le Québec a progressé tout de façon assez normale comme province, et sans avoir des gros débats. Sauf la question de paiement de transfert pour la santé. Parce que M. Flaherty, à l'époque, ministre de la Santé, a dit voici le pourcentage et c'est tout. Donc, tout gouvernement libéral a tendance à faire de certaines intrusions dans des domaines qui sont traditionnellement de juridiction provinciale. Donc, il y a des conflits qui parfois sont réglés, parfois qui ne sont pas réglés, mais la nature du fédéralisme canadien, c'est un processus assez constant de négociation. Esther, si je peux me permettre. Allez-y. Il y a eu des sondages, la semaine dernière, et qui montrent quoi? Que ce langage qu'on est en train de tenir, nous, de notre génération, Graham et moi, toi, tu es beaucoup trop jeune, mais ce langage de est-ce qu'il y a eu un gain, puis l'autre ceci, puis la main-d'œuvre, puis tout ça, ça n'a aucune prise sur la jeunesse. Aucune. Les 18-35 ans, ils savent même pas de quoi il s'agit. Alors, puis quand tu passes de 35 à 55, c'est encore majoritairement fédéraliste. Alors, il y a un côté ringard dans ça, il y a un côté répétitif, il y a un côté profondément ennuyant, parce que quand ça fait 30 puis 35 ans, Graham peut en témoigner. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral, Graham, pourrait faire pour régulariser la situation du Québec dans le Canada? Parce que je le disais au début, le Québec n'a toujours pas adhéré à la Constitution canadienne. Quel pourrait être le geste du gouvernement fédéral? Moi, je pense que la ceci distincte que le Québec avait demandé dans la cause du lac Meech, ça a été réussi par la non-signature de la Constitution. Je pense que la Cour suprême implicitement reconnaît les besoins importants du Québec à protéger la langue française. Et c'est... il y a une série de décisions de la Cour où, d'une certaine façon, l'élément distinctif de la société québécoise, c'est que le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc, ça reste à voir si le Québec gagnerait avec une telle signature. Je pense que, comme Luc a dit, ça n'intéresse aucunement les jeunes. C'est pas un dossier qu'on va rouvrir. Quand M. Couillard a essayé gentiment d'ouvrir la conversation, le premier ministre Trudeau a été assez définitif à cet égard. Donc, je vois mal ce que le Québec gagnerait. La Charte des droits applique au Québec, s'applique au Québec. Le Québec ne perd rien en ne pas signant la Constitution. Ouais. Je pense que le Québec gagnerait en signant la Constitution. Donc, d'une certaine façon, sa spécificité actuelle, c'est de ne pas signer la Constitution. Graham Fraser, Luc Lavoie, merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous malgré les problèmes techniques, les difficultés à s'entendre. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Je vous en prie. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Au revoir.